à la hache, il dégomme ses arbres et qui transporte avec une brouette, pas de tronçonneuse, pas de tracteur, on est bien d'accord. Et là oui, ah oui, là d'accord, bilan, carbone, nul. Mais il faut faire ça. Hein. Autrement, vous voyez, il faut mettre du carburant dans le tracteur, il faut fabriquer des engrais, il faut broyer et purifier le produit de la culture, si on reprend de la filière éthanol, hein, distiller, tout ça, ça demande de l'énergie, donc le bilan il n'est pas nul. Qu'on dise, on va manquer effectivement de pétrole ou autre, on va avoir besoin de ces carburants, et donc on va faire du biocarburant, oui, mais pour un bilan carbone nul, non, là, ça c'est pas bon. Vous voyez, en France, si vous voulez remplacer la moitié du pétrole utilisé pour les transports, il faut des surfaces énormes. Alors là, on est en surface cultivable. Vous avez vu tout à l'heure, pour les éoliennes, c'était 10 fois la surface de la France, mais de désert, par exemple. Là, c'est pas des déserts. Alors là aussi, j'avais fait un édito où j'avais dit, on connaît le slogan, hein, boire ou conduire, il faut choisir, il va falloir s'habituer à manger au rouleau, il faut trancher. Hein. Et puis, je me suis aperçu que Chiméus, en fait, avait repris ça très vite dans un dessin. Vous voyez, papa on a faim, il dit après savoir, aujourd'hui on a dit c'est la voiture. Moyennant quoi, alors 25 fois la surface de la France de terre cultivable, ça fait quand même beaucoup, ça veut dire qu'en plus, vous nourrissez pas les populations. Hein, vous avez vu aussi qu'à un moment donné, il y a eu de la spéculation du coup là-dessus, ces fameuses grèves de la faim, les émeutes de la faim dont on a entendu parler, parce que le prix de la farine avait augmenté, c'est parce que il y avait des bobos qui spéculaient là-dessus en disant chouette, donc ça a un côté moralement indéfendable. Donc là, 4, bon, c'est énorme, mais voilà, il faut qu'on avance, et puis le pétrole va diminuer. Donc ça vous fait 20, 33, 44. Alors l'hydrogène aussi peut être le carburant de demain. Dès Jules Verne avait tout inventé hein, dans l'étoile mystérieuse. Hein. Tout y est là, je crois que l'eau sera employée comme combustible. L'hydrogène, l'oxygène, utilisés isolément ou séparément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. Le problème, vous le voyez ici, c'est que l'hydrogène, il est présent partout, c'est même l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais il est disponible nulle part, parce qu'il n'existe que sous forme combinée. Et donc il faut là aussi de l'énergie pour aller chercher de l'hydrogène. Comment soit par décomposition de l'eau, essentiellement par électrolyse, puis on fait après la manip inverse, soit à partir d'énergie fossile, ça on sait faire, mais évidemment ça vous barre, parce qu'on ne va pas utiliser de l'énergie fossile pour faire ça. Bon. Donc, vous voyez, coût de production 10 fois plus que l'hydrocarbure, coût de stockage 100 fois celui des hydrocarbures liquides. Bon, mais c'est comme ça. Alors toutefois, quand même, vous voyez, le premier moteur à explosion fonctionnait à hydrogène, hein, 1805. Ça fait plus de 200 ans. Et la première voiture a dépassé les 100 km/h, c'était en France d'ailleurs, pas très loin d'ici, 1899, plus de 100 ans, la jamais contente, et c'était à HR. Et la voilà, la jamais contente, forme d'obus, et puis voilà donc le record, là, devant quelques spectateurs. Donc vous voyez, bon, on n'a rien inventé, quoi. Alors ça, c'est un exemple que je vous mets de choses qu'on peut faire. Alors, évidemment, vous savez, les Norvégiens sont très riches. C'est en Norvège, c'est une petite île qui se trouve dans le sud-ouest de la Norvège, à peu près à 25 km des côtes. Il y a 300 habitants, hein, c'est pas énorme. Et jusque-là, donc, vous avez un câble, évidemment, sous-marin qui leur apporte l'électricité. Et le projet, c'est de dire, voilà, on va mettre des éoliennes à un endroit où ça n'embête personne. Et puis, donc, on va mettre ici une pile à combustible, là, voilà, une petite usine. Quand les éoliennes tournent, en fait, elles produisent trop d'électricité pour la consommation du village. Mais c'est calculé pour. C'est-à-dire que, du coup, une partie de l'électricité est utilisée ici pour faire donc, de l'électrolyse, fabriquer de l'hydrogène. Quand les éoliennes s'arrêtent, quand il n'y a pas de vent, eh bien, c'est la pile à combustible qui prend le relais et qui alimente la ville. Impeccable. Hein. Il pense que ça coûte, mais ça, c'est impeccable. Ça va quand même rester assez ponctuel, mais il faut le faire. L'énergie des mers, alors on travaille beaucoup là-dessus. On connaît tous évidemment l'usine de la Rance, hein, qui est à peu près d'ailleurs la seule production d'électricité aujourd'hui en Bretagne. L'énergie des courants, l'énergie des vagues, donc l'énergie thermique de la mer aussi. Donc tout ça c'est des choses qu'on peut développer. Ça ne va pas en faire énorme, mais si ça faisait 1 gigatep, ça serait déjà ça. Et donc, ça se rajoute encore. Alors, il reste les centrales thermiques. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une ville d'1 million d'habitants, or des villes qui font plus d'1 million d'habitants, vous en avez 450 sur la planète, hein, qui regroupent plus d'1,5 milliard d'habitants, eh bien, ça utilise 1 gigawattheure, c'est-à-dire 1 milliard de watts d'électricité.
Eh bien, quand vous regardez, prenez une grande ville, il n'y a que le thermique qui peut faire ça. Vous pouvez être désolé, mais si vous deviez alimenter avec des éoliennes ou avec du solaire, 1 gigawatt, vous ne l'aurez pas. Hein. Donc, on ne peut pas se passer du thermique, soit le thermique classique, et on tombe sur les combustibles fossiles, soit le thermique nucléaire qui utilise évidemment les réactions nucléaires, soit de fission, soit de fusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était 3 gigatep en 2000. Alors, vous voyez, comme il faut réduire le combustible fossile, puisqu'on est en thermique classique hein, pour l'instant, j'ai mis 4, on ne peut pas s'en passer, je ne peux pas non plus le développer énormément. Donc j'ai mis 4 parce qu'il faut bien que je fasse baisser ici, évidemment, mon étiquette. Alors, je n'ai pas que l'électricité par les combustibles fossiles, j'ai aussi les autres utilisations, qui est 55% d'aujourd'hui. Vous voyez, et là c'est pareil, je suis obligé donc, pourquoi j'ai mis 6,5? Non, c'est 5,5, mais ça devient 8. Et effectivement, ça c'est bon, et je me retrouve avec 7. 7, 21, 31. Hein. Alors l'énergie musculaire, j'en ai parlé, bon, alors c'est évidemment, je vous dis, l'animal de près, le traîneau du Père Noël, bientôt, bon, ça reste quand même assez exotique. On peut penser que ça ne manquera pas, j'étais un peu vite là, on peut penser que ça ne manquera pas dans l'avenir. Je ne vais pas faire bouger mon étiquette avec ça. Hein. Alors, des fois, on me pose la question aussi, oui, mais ça c'est pour les énergies que vous connaissez, mais celles que vous ne connaissez pas. Ah, alors je dis, bah si, on les connaît quand même. Alors, il faut que je m'explique, évidemment. Alors, en fait, quand vous regardez bien en termes d'énergie, taille, etc., bon, il y a le domaine de ce qu'on appelle le milli, hein, le millimètre, le milligramme, ça vous connaissez tous. Et puis après, vous avez le micro, on est au millionième. Hein, il y a un facteur 1000 entre les deux. Et puis après, vous arrivez à ce qu'on appelle le milliardième de mètre, par exemple, ou le nanogramme, ou les nanotechnologies. On est au niveau de l'atome. Et au niveau de l'atome, donc, vous êtes dans l'énergie chimique. L'énergie des combustibles fossiles, par exemple. À chaque fois, j'ai un facteur 1000. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le domaine du femto, parce que c'est l'ordre de grandeur du noyau, donc vous êtes dans l'énergie nucléaire. Et là, évidemment, vous avez un facteur 1 million. Et puis enfin, alors vous avez la limite de nos connaissances aujourd'hui, j'insiste pas là-dessus, là, c'est ce qui se fait au CERN à Genève, par exemple. On est à la limite de notre connaissance. Mais j'ai encore un facteur 1000. On a l'impression, vous voyez, qu'il y a un chaînon qui manque là. Il y a un chaînon qui manque, oui, mais de toute façon, on est déjà descendu plus bas. C'est-à-dire que même si on trouve des énergies dans ce domaine-là à un moment donné, ça ne vous apportera pas plus d'énergie sur la planète, parce que ça sera au détriment, évidemment, de l'énergie du femto. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que moi j'ai travaillé là-dessus dans le laboratoire que j'ai dirigé pendant 25 ans au CNAM, qui continue. J'ai une réunion vendredi prochain d'ailleurs là-dessus. Ça c'est quand même des domaines qui m'intéressent. C'est ce que j'ai appelé moi la pico, c'est-à-dire la picophysique. C'est un nouveau domaine de la... Cherchez pas dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas. C'est moi qui ai inventé le mot. Et vous voyez, c'est... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça ne vous donnera pas plus d'énergie en quantité, ça peut vous donner, c'est pour ça qu'on va voir si ça marche, plus de souplesse. Je m'explique. Vous faites aujourd'hui des voitures, vous mettez une batterie électrique dans votre voiture, vous pouvez faire 50, 100 km. Parce que vous êtes là, en énergie chimique. Imaginez qu'on arrive à fabriquer des batteries. On ne va pas mettre évidemment un réacteur nucléaire dans une voiture. Hein, bon. Mais imaginez que dans ce domaine-là, vous fabriquiez des batteries. Alors, au lieu de faire 50 ou 100 km, avant de la recharger, hein, vous ferez 50 000 ou 100 000 km. Ça change quand même la donne. Hein, bon. Donc c'est un domaine qui est intéressant, qu'il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas. On ne va pas trouver parce que c'est pas facile jusque-là. On a des signes effectivement très intéressants de dégagement d'énergie, qui était une énergie fantastique dans ces domaines-là. Et donc on continue à travailler. J'ai d'ailleurs, la photo quand même, j'étais jeune à l'époque, reçu un prix Nobel quand même, qui est venu dans mon laboratoire deux fois, il est resté 3 heures à chaque fois. Et je peux vous dire que c'est quand même un honneur pour un directeur de laboratoire quand un prix Nobel vous téléphone en disant « Tout ce que vous faites m'intéresse, est-ce que je peux venir ?» Et je vous en prie, quand vous voulez. Hein. Donc voilà, on a discuté de ça, il nous avait d'ailleurs encouragé avec ça. Les économies d'énergie. Alors on dit, il faut faire des économies d'énergie. Évidemment, faire des économies d'énergie. Alors d'abord, qui doit faire des économies d'énergie? Vous l'avez vu tout à l'heure, pas les 4 milliards, évidemment, qui n'ont rien. Hein. Bon. J'ai eu un débat il n'y a pas longtemps sur France Culture, là, dans une émission qui s'appelle Grain à moudre, avec un anti-nucléaire, et lui il dit « Ah ben si, c'est eux, ils ont une chance extraordinaire ». Ah j'ai dit « Moi je ne vous discute plus, là, pas là, bon. » Donc, d'économie d'énergie, il faut augmenter, j'ai mis un certain nombre de choses, des matériaux isolants, bien sûr. L'habitat, par exemple, on peut faire pour l'isolation des maisons, ça on peut faire des tas de choses.
améliorer le rendement de moteur, changement individuel d'habitude de vie. Juste, je fais une petite parenthèse, l'autre jour, quand j'ai fait la chronique là, pour Atlantico, sur aura-t-on des pannes cet hiver, je dis, il y a quand même une chose qu'on pourrait faire, puisque le réseau RTE connaît exactement la consommation, prévoit la consommation, il ne se trompe pas beaucoup. Eh bien, quand on voit que ça va monter énormément, il suffit de faire des alertes énergie, comme on fait d'autres alertes. Hein. Parce que quand vous promenez dans les rues, vous voyez même la nuit des boutiques qui sont éclairées alors que c'est fermé, et puis vous voyez tout ce qu'on peut acheter dans la boutique comme vêtements, ou comme électroménager, ou comme bouquins, etc. Ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas y aller, c'est fermé. Hein. Dans le métro, là, quand vous voyez les grands écrans, ça bouffe, ça, c'est fou, hein, les écrans plats que vous avez pour faire de la pub. Bon, il faut laisser l'éclairage public, ça, c'est de la sécurité. Mais franchement, les immeubles qui restent allumés, on pourrait des jours comme ça. Oui, non, quand il y a trop d'électricité, celui qui vend l'électricité, il s'en fout. Plus on en consomme, plus ça tombe dans son tiroir caisse. Mais là, quand il n'y en a plus, quand on risque la panne, on pourrait dire, voilà, ce soir, c'est une alerte. Donc tout ce qu'on peut fermer comme ça, on ferme. On gagnerait plusieurs réacteurs nucléaires. Hein, plusieurs réacteurs nucléaires. Bon. Donc voilà des choses qu'on pourrait faire. Je ne sais pas si on le fera, mais voilà des choses qu'on pourrait faire. C'est Atlantico. Hein, si vous retournez le site, vous y allez, vous retrouverez... vous tapez panne d'électricité Atlantico sur votre serveur, vous allez voir. Et là, j'ai mis moins 1,5, c'est-à-dire 15% d'aujourd'hui. C'est absolument énorme, parce que c'est à nous à faire ces économies. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Bon. De toute façon, les autres ne peuvent pas faire ces économies, ils ne dépensent pas. Donc c'est absolument énorme, ça correspondra presque à 40% de ce qu'on fait. Ça va être très difficile. Pourquoi? Alors, il y a des choses faciles, il y a des choses qu'il faut qu'on arrête aussi. Oui, ça j'avais pris ça dans Science et Avenir. Le cochon voyageur. Vous voyez ce cochon? Il est né au Canada, il a été élevé en Australie, il a été abattu en Belgique. Il a fait 35 000 km. On arrête, quoi. Hein. Il n'est même pas vendu si cher que ça, hein. 6,54 € le kilo. Hein. Bon, faut arrêter, quoi, franchement. Donc ça c'est assez facile. Bon, même chose, vous achetez un téléviseur, hop, hein, vous avez tous... vous avez trois volumes de mode d'emploi comme ça, qui sont écrits en 122 langues. Hein. Il n'y a que 10 pages qui vous intéressent, et 10 pages en français, évidemment. De toute façon, c'est même pas la peine de lire les autres, puisque c'est 121 langues où ils disent exactement la même chose que les 10 pages en français. Alors on vous dit c'est sur du papier recyclé. Ben oui, mais c'est demande de l'énergie aussi, ça, de faire le papier recyclé. On n'a pas besoin. Alors on sait, c'est pas comme ça, ils vendent ça dans le monde entier. Ils font les cartons, c'est terminé. Bon, on peut arrêter quand même, je veux dire, on peut faire des choses simples. Donc ça, c'est facile. En revanche, il y a d'autres problèmes compliqués. Si vous prenez, par exemple, l'audiovisuel, l'informatique, hein, plus ça va, évidemment, plus on en consomme, en particulier les petits-enfants, aujourd'hui, hein, c'est assez extraordinaire. Eh bien, aujourd'hui, la consommation d'énergie pour l'informatique, c'est autant d'énergie que tout le transport aérien mondial. Alors, vous pouvez dire qu'on peut peut-être plafonner un peu le transport aérien mondial, oui, peut-être, bon, mais l'informatique, ça va exploser, hein, dans tous ces pays en voie de développement et tout. Donc dire qu'on va faire des économies d'énergie, ça va être compliqué. Mais bon, je laisse quand même, là vous voyez, moins 1,5, je suis à 5,5. Et là j'ai tout fait, c'est-à-dire que je ne vous ai pas encore parlé effectivement de l'énergie nucléaire, mais vous allez voir, ça ne va pas résoudre le problème. Alors 5,5 c'était le scénario de 2000. Le scénario le plus réaliste, il m'en manque 30, hein, d'accord? Le scénario des Verts, il m'en manque à peu près 20. Bon. Donc... il n'y a que l'énergie nucléaire qui pourrait combler à la rigueur les besoins énergétiques manquants, mais ça ne va même pas être possible parce que jamais je pourrais faire même 5,5 gigatonnes. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, vous avez vu, on a utilisé toutes les sources d'énergie, on n'a pas fait de considération ni écologique ni économique, on n'a pas tenu les promesses de développement durable puisqu'on a continué à bouffer du pétrole et du gaz, bon, donc ni celle de protocole de Kyoto. On n'a pas les idées sur le coup du mégatech et on ne peut pas les construire. Que ce soit avant ou après Fukushima, de toute façon, ça ne change rien. On ne peut pas respecter. En revanche, la planète, encore une fois, mais vous le savez, parce que les commandes n'ont pas bougé. En Inde, en Chine, au Brésil, même dans les pays arabes, ça continue, hein, les commandes. Donc on est plutôt dans notre monde à nous. Alors évidemment, j'ai marqué qu'il faut s'y préparer et relever les divers challenges du nucléaire. Quand j'ai pris que j'ai fait valoir mes droits à une pension de retraite, j'ai dit, j'ai fait une leçon terminale ce jour-là, du CNAM, une leçon de clôture, et j'ai dit que j'étais plutôt inquiet de la mode dans laquelle on allait, parce que le nucléaire était à la mode. Alors, Fukushima a remis un peu les choses en ordre, on s'est aperçu que quand même, un accident nucléaire, ça pouvait être très dangereux, et deux, ça pouvait concerner la planète. Ça n'a pas été le cas de Fukushima, mais ça aurait pu. Bon. Donc
Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, et les réacteurs low cost qu'on prenait à l'époque, comme les réacteurs coréens par exemple, ou autres, à l'époque on n'arrivait plus à vendre nous nos réacteurs parce qu'on disait ah, oui mais ils sont beaucoup plus sûrs que les autres, mais on n'a pas besoin que ce soit aussi sûr que ça, et ils sont trop chers. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'un réacteur est trop cher parce qu'il est trop sûr? C'est pas sûr, et il faut se battre là-dessus. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un peu là-dedans que je milite. Alors, les autres challenges, à l'exception de ça, mais là, il me reste 10 minutes hein, sur lesquelles donc, je vais vous parler de ça, parce que je démarrais en retard quand même. Hein. Donc, c'est savoir stocker l'énergie, ça vous avez compris. Hein. Bon, moi, j'ai foi dans la recherche. Hein. Je dis, la recherche, bon, ça va nous sauver. Et puis, évidemment, si on veut développer l'hydrogène, tous ceux, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec de l'hydrogène ici, mais c'est une vraie saloperie, il faut savoir assurer la sûreté de ces stockages d'hydrogène. Alors, j'ai dit, effectivement, le nucléaire vient de subir un séisme, mais la planète est contrainte de lui éviter un tsunami. Et il faut s'y préparer et tirer les leçons des accidents du Japon. Alors, évidemment, vous me direz, ça c'était avant et après. C'est le tsunami, quand même, qui a donc déclenché les choses. Mais ça n'excuse pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du nucléaire? Alors, d'abord, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que on est quand même en énergie nucléaire, avec les réacteurs qu'on fait, on a essayé quand même de faire le mieux qu'on pouvait, personne ne peut dire le contraire. On est quand même au balbutiement. Hein. Imaginez que vous êtes en 2400, je ne sais pas quelle source d'énergie on utilisera, mais on utilise des réacteurs nucléaires. Ils rigoleront de voir nos réacteurs d'aujourd'hui, comme quand nous, on regarde la jamais contente de tout à l'heure, l'espèce de voiture au but. Hein. C'est pareil. Donc on va continuer effectivement à faire des progrès là-dessus. En particulier sur les ressources. Vous allez voir que les réacteurs qu'on appelle de 4e génération, en fait, arrivent à reproduire du combustible, même un peu plus qu'ils en consomment. Il y a aussi énormément d'uranium dans l'eau.